Bienvenue au Pied de la Lettre, l'émission littéraire de l'Humanité. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Aïssaoui, qui est l'auteur chez Gallimard d'un très joli roman dont nous allons parler très amplement pendant 52 minutes et qui s'appelle Les Funambules. Mais j'ai d'abord une question rituelle, qui est la question que je pose à tous mes invités chaque semaine. Cher Mohamed, comment ça va la société en 2020 ou plutôt comment ça va ce gros animal, comme se plaisait à la railler ou à le railler Nietzsche? La question est un peu vaste. Oui, elle est très vaste. Je dirais, parce que je suis un indécrottable optimiste, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Donc ça veut dire que le constat que vous dressez, c'est que... Moi j'aime beaucoup quand les écrivains posent un diagnostic sur la société dans laquelle ils vivent. C'est d'ailleurs ce que vous faites très amplement dans Les Funambules, mais en prenant un angle très précis. Mais j'aime beaucoup quand ils peuvent me donner leurs sentiments sur eh bien, la société, comment elle va. J'ai l'impression que les écrivains en savent plus long sur la société sur laquelle ils écrivent que ce qu'on nous dit par exemple au journal télévisé. C'est peut-être une erreur. Mais je crois la même chose parce que je crois à une hypersensibilité de l'artistique au sens large. Et les romanciers sont vraiment, ils flairent à la fois l'air du temps, mais ils ont comme un sorte de don de voyance parce que ils écoutent beaucoup, ils s'intéressent à la société, ils sont en quête aussi par exemple, ne serait-ce que de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce qui résonne en moi. Ça peut être le fait d'aller chercher quelque chose dans le passé qui résonne aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis, bon, et clairement on est dans un moment d'inquiétude, de doute, de peur, ça c'est... voilà. De beaucoup de crainte, mais je me dis aussi, et d'ailleurs c'est presque ce que j'ai essayé de faire dans Les Funambules, il y a des gens merveilleux qui sont là, qui tiennent la société, et c'est pour ça que je dis, je pense que ça va aller mieux. Mais quand je vous ai posé la question, de toute façon, je ne la posais pas à n'importe qui. Alors, on ne vous présente plus Mohamed Aïssaoui, vous êtes romancier. On peut citer l'affaire de l'esclave Fursi, que je vais montrer à la caméra et qu'on trouve en folio, qui est l'un de vos titres. C'est grâce à ce livre que vous avez eu le prix Renaudot Essai en 2010. Et vous venez aujourd'hui pour Les Funambules, comme je le disais. Alors... D'abord, j'ai le sentiment d'un livre peut-être plus autobiographique que les autres, non ? Ah, tout à fait. Je me cachais derrière l'esclave Fursi, par exemple, dans l'affaire de l'esclave Fursi. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'étoile jaune et le croissant », qui disait comment des Juifs ont été sauvés de la déportation par des musulmans, et notamment via le fondateur de la mosquée de Paris. C'était des choses qui étaient vraiment ancré en moi, qui résonnait en moi. J'avais envie, par exemple, de parler de philothémisme, de philosémitisme. Voilà. Dans l'étoile jaune et le croissant, dans l'affaire de l'esclave Fursi, il y a des gens qui ont aidé cet esclave à devenir libre après 25 années de procès, ce qui est un cas unique dans les annales de l'histoire. Et je vous avoue que pour Les Funambules, c'est un projet que je traîne, entre guillemets, depuis mes 20 ans, depuis 1984. Ça se sent très bien à la lecture. Il y a autre chose là qui se joue et qui se joue notamment pour vous, puisque c'est peut-être le premier livre où vous révélez, vous en parlez beaucoup d'ailleurs dans ce livre, où vous révélez vos fêlures, si je veux dire, c'est-à-dire vos fêlures. Alors ça dépend comment on analyse le mot fêlure, mais c'est des choses... Vos doutes, comment définir ces fêlures? Parce que qu'est-ce qu'une fêlure pour un individu? Je pense que c'est quelque chose, c'est une blessure qui est ancrée en nous, qui reste, parce qu'elle ne se ferme jamais. On fait avec, on peut l'entourer de baume, on peut la consoler, etc. Mais c'est aussi, et c'est ce que j'essaye de dire dans le roman, c'est ce qui nous révèle. Et chaque être porte sa fêlure. Dans ce domaine-là, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'injustice. Les plus pauvres comme les plus riches portent
leurs fêlures, évidemment, les plus pauvres. C'est très égalitaire, la fêlure. Oui, c'est très égalitaire, même si après, comment on tente de la réparer, il peut y avoir une grande injustice, une grande inégalité, mais chacun porte sa fêlure. La fêlure, est-ce que c'est ou est-ce que ça ne serait pas l'écrasante chimère dont parle Baudelaire? Vous savez, ces hommes qui marchent. Bien sûr. Voilà. C'est ça, la chimère. C'est un mot qui est pour moi très important parce que je l'utilise dans le roman presque du début à la fin. Oui, ma question n'était pas innocente, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une chimère aussi, parce que une chimère, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose vers laquelle on tend, c'est un rêve, c'est une possibilité de destin, ça peut être aussi un faux chemin. Hein, ou une fausse route. Oui, parce que pour en revenir à la fêlure, en fait, c'est important de connaître sa propre fêlure. Et là, le narrateur, comme il exerce le métier du biographe, donc il écoute beaucoup. Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. C'est pas que biographe, on va y venir. Oui, voilà. Et cela dit, donc, il repère très vite, en un quart d'heure, il repère la fêlure des autres parce qu'il comprend mieux les êtres comme ça. Mais sa propre fêlure, c'est beaucoup plus difficile. Alors, abordons ce magnifique roman. Alors, on va revenir sur le titre pour expliquer ce que sont pour vous des funambules. Mais le héros des funambules a 9 ans. Oui. Il vit dans son village, son pays, sa maison. Enfin, sa maison. Oui, façon de parler. Façon de parler, parce que c'est pas, elle va être détruite d'ailleurs, cette maison. Donc on est quelque part dans le Maghreb. Oui, on peut voilà, comme c'est un roman, vous avez parlé d'autobiographie, moi je sens plus peut-être l'idée d'un roman personnel. D'un roman personnel, beaucoup plus personnel, c'est plus juste. Parce que autobiographie, ça voudrait dire que tout est vrai, etc. Oui, on va y venir. Ne continuez pas à vous cacher. Ne continuez pas à vous cacher, ça ne marchera pas. On va y venir. Donc, on est quelque part dans le Maghreb. Oui. Et puis, je suis né en Algérie pour. Voilà. Donc, on est quelque part dans le Maghreb. Un père qui est parti. Ce petit garçon de 9 ans vit. Donc, le père est parti, laissant sa mère seule. Il vit. Donc, il vit avec sa mère, il va se baigner dans la rivière, se reposer sous l'arbre qui est pas loin de cette rivière, et ce sont des souvenirs d'enfance absolument magnifiques. C'est son pays, c'est sa maison, c'est son là-bas, c'est chez nous, dites-vous. C'est chez nous. Et surtout, par exemple, j'aime beaucoup Pagnol, et dans Manant des sources, il utilise une merveilleuse expression qui colle à cet enfant parce que il est tout seul avec sa mère dans un total dénuement. Et mais ça reste quand même un temps béni, et il dit ce sont les jours heureux de notre misère. Voilà, c'est quelque chose qui, effectivement, un arbre près d'une rivière, etc., c'est ce qui reste. Et l'enfant qu'on était, l'enfant que j'étais, en tout cas, il ne se souvient que des belles choses. Il ne se souvient pas de la pauvreté, de la misère, etc. Ça me fait penser à une phrase de Michel Chailloux, qui est le début d'un roman. Chez nous, il y avait une table, 4 chaises, plus l'éternité. C'est magnifique. Et il y a un peu de l'éternité, en tous les cas, dans le souvenir, puisqu'il va revisiter ses souvenirs. Et dans le souvenir de Kateb, puisqu'il s'appelle Kateb, ce qui veut dire écrire en arabe, et on va voir que, là encore, le choix du prénom du narrateur des Funambules n'est pas innocent. Bon, voilà. Donc cet enfant vit avec sa mère, et puis il va devoir quitter l'Algérie, son pays, pour venir s'installer en France, et va vivre dans une cité. On va en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ce narrateur n'a plus 9 ans, on l'imagine. Il a 34 ans. Il ne se sent, et ça c'est intéressant, il ne se sent jamais nulle part chez lui. Désormais. Il a un chez lui, il sait, en tous les cas, c'est devenu un pays quasiment imaginaire, puisque depuis ses 9 ans, il n'y est pas retourné. Il a aujourd'hui chimérique aussi, parce que 34 ans, et sa situation, et là, c'est très intéressant, sa situation géographique, si j'ose dire, le rend
étranger à lui-même, écrivez-vous. Oui, oui, oui. Et ça, je trouve ça très intéressant. Pourquoi est-il étranger à lui-même? Parce que c'est un sujet, je trouve, qu'on n'a pas souvent abordé. L'exil? L'exil, si, mais être étranger à soi-même et surtout ce sentiment de trahir quand on change de milieu. C'est-à-dire qu'il a changé à la fois de pays, mais aussi, comme il était dans la cité, même enfant, et puis après il se retrouve à Paris, dans un milieu un peu plus aisé, et il tente de comprendre ceux qui restent, par exemple, dans la pauvreté, et on le lui dit, mais tu n'es plus de notre monde. On va y venir. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, une jeune femme de la cité, qui va lui faire de ce point de vue beaucoup de reproches. Parce qu'il faut savoir que cet enfant arrivé dans l'Oise, je crois, dans une cité de l'Oise, va poursuivre des études, va réussir ses études, et l'écriture va le sauver. On va voir comment et pourquoi. Mais je voudrais d'emblée lire un passage parce que je suis très soucieux qu'on entende un écrivain, c'est une langue, et qu'on entende une langue. Et là, on va comprendre beaucoup mieux en vous lisant. J'exerce le métier de biographe pour Anonyme. Je raconte les vies de ceux qui veulent laisser une trace, même dérisoire. J'écris pour ceux qui ne trouvent pas les mots, ceux qui pensent utile de narrer leur histoire, afin qu'un membre de leur famille éclatée puisse la découvrir un jour. À chaque fois, j'ai l'impression de rédiger des messages dans des bouteilles jetées à la mer. Je sais que ceux à qui s'adressent ces livres les ouvrent à peine quand ils ne les oublient pas dans un carton. À force, j'ai compris, on écrit pour soi. Ouais. Et ça, c'est Kateb, le narrateur, qui écrit, mais c'est d'abord Mohamed Aïssaoui. Car là, il écrit pour lui. Oui, bien sûr. Et il va écrire, d'une certaine manière, sa propre histoire. Oui, bien sûr. On le sent très bien. Avec une mère, sa propre histoire, avec une mère, j'adore l'expression, je ne peux pas m'empêcher de la citer, analphabète bilingue. Puisque analphabète chez elle, dans ce petit village de Maghreb, et analphabète à nouveau dans l'Oise, donc analphabète bilingue. On voit beaucoup de la figure de la mère, et l'une des figures centrales qui va traverser le roman. Curieusement d'ailleurs, c'est celle dont vous parlez le moins, mais sans doute avec le plus d'intensité. Annabella, je crois. Oui, exactement. Qui n'était pas son vrai prénom d'ailleurs, puisque c'est Zina son vrai prénom. Bravo, voilà. C'est Zina son vrai prénom, si je me souviens bien. Alors, on a évoqué tout à l'heure, donc on a compris l'idée de la fêlure. Et à l'appui de cette idée, vous citez Scott Fitzgerald, qui s'y connaissait en existence fêlée, écrivait que toute vie est, bien entendu, un processus de démolition. C'est précisément dans le titre de Fitzgerald qui s'appelle la fêlure. Mais chez nous, écrit le narrateur des Funambules, c'est le contraire. Toute vie est une entreprise de reconstruction. Alors on peut se demander pourquoi, et vous écrivez tout de suite après, parce qu'on est détruit. Par quoi Kateb est-il détruit? Par quoi Kateb a-t-il été détruit? Quelle est l'origine de cette fêlure? Mais parce que, en fait, le Graal, pour les gens comme Kateb ou pour sa mère, c'est une vie normale. Alors qu'est-ce que ça veut dire une vie normale? Ça veut dire avoir les moyens de subsistance, ça veut dire avoir une famille. Or, et c'est le cas, après on en parlera parce que je suis allé dans beaucoup d'associations. Ça, on va en parler beaucoup, oui. Ils naissent détruits parce que le père n'est plus là, parce qu'il n'y a même pas de quoi manger. Je veux dire, par exemple, j'ai mis énormément de temps à, j'allais dire, c'est lapsus, à avouer ça. Parce que, et j'en parle aussi, il y a un sentiment de honte. Oui. Et après, Kateb et moi aussi, quand on va voir des gens qui restent dans la précarité, ils disent on ne veut pas parler de ça. Dire, la honte reste comme une... C'est honte ou pudeur? Non, il y a quand même un sentiment de honte. De dire on ne veut pas montrer. Moi, j'ai pu le voir même
en ce qui me concerne, en Algérie. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas montrer qu'on avait faim. Il ne fallait pas montrer, par exemple, s'il y avait un peu de viande, il fallait dire qu'on n'aimait pas parce que comme ça permettait d'en laisser aux autres, etc. Donc c'est un sentiment très fort, la honte. La pudeur, ça vient quand on a un peu bénéficié d'une meilleure vie. Mais ce sentiment de honte, il me le disait, mais tu ne peux pas nous comprendre, tu ne peux plus nous comprendre, tu n'es plus dans notre monde. Donc ça, je l'ai vécu très fort à la fois dans ma vie, dans mon expérience et même dans ma peau. Mais moi, j'ai, peut-être grâce à ma mère, j'ai été épargné par ce sentiment de honte. Ah oui, ouais. C'est dire que... Mais il y a tout un passage d'ailleurs où vous l'écrivez bien, parce que je ne voudrais pas que le lecteur se méprenne. Oui. Justement, la structure de votre roman est très particulière, parce que vous ne racontez pas de façon linéaire l'histoire de Kateb, ou votre propre histoire. Qu'on ne s'imagine pas qu'on part d'un point A. Effectivement, on part de l'enfance de Kateb, on parle de cette ville, de ce village, du Maghreb, de la rivière, de cet arbre où il va se reposer. Et puis, mais on arrive vous faites bien de le dire. Parce qu'il est entrecoupé d'abord, et c'est ça qui est formidable, il y a 1000 personnages dans ce livre, enfin, il est très difficile de les compter, on pourrait, mais il y en a quelques-uns à foison. Il y a plusieurs plans, tous les passages en italique, c'est la voix de Kateb qui raconte des anecdotes sur sa propre histoire. Ce sont des bribes de souvenirs qui reviennent. Comme son journal Mais vous intime. Vous faites bien de le remarquer parce que, en fait, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à la structure. À la structure, à la construction, au dispositif. Comme au dispositif, tout ce qu'on veut, en tout cas à la manière de raconter. C'est-à-dire qu'effectivement, le biographe pour un homme à 34 ans, et à partir de là, il cherche un amour de jeunesse et il va de personnage en personnage, de rencontre. On va y venir à Nadia, oui. Voilà. Mais comme nous tous, c'est-à-dire que on voit quelqu'un, ça nous renvoie à un souvenir. Quelqu'un nous parle d'une anecdote, ça nous renvoie à notre propre anecdote, etc. Donc le roman est presque égrené, j'allais dire, par de bribes de souvenirs. Absolument. Parfois, j'ai 10 ans, parfois j'ai 20 ans, parfois j'ai 18, parfois j'ai même 30 ans, donc des souvenirs récents, etc. Et c'est comme dans la vraie vie, en fait. Absolument. Ça nous revient. Ça nous revient. Ça remonte par bouffée. Ça remonte par bouffée, et parfois, ça revient à la figure de manière... Bien sûr. Voilà, ça peut être un choc. Il faut toujours s'occuper de son passé, sinon c'est lui qui s'occupe de vous. Oui, je sais plus il s'occupe bien. Mais effectivement, il s'en occupe bien. Alors, ce narrateur, Kateb, a pour but de retrouver un amour de jeunesse, une jeune femme, qui s'appelait Nadia, et qu'il a totalement perdu de vue. En fait, on comprend assez vite qu'il a été amoureux de Nadia. Ce sont des amis de la faculté, je crois. Ils se sont rencontrés en cours. Mais il n'a jamais osé lui déclarer sa flamme. Il n'a jamais osé lui parler. Et lorsqu'il rencontre, par hasard, un grand neuropsychiatre qui a une histoire similaire à la sienne, d'ailleurs avec un père, une histoire similaire à la sienne, une fêlure, lui aussi. Il lui dit, mais nous avons une dette à l'égard de la vie. Lui est devenu, on va le dire, un écrivain. Un personnage célèbre. Un personnage célèbre. Et puis notre narrateur, lui, a fait des études. La littérature l'a sauvé et il va devenir un écrivain. Enfin, un biographe pour anonyme, pour schématiser. Un biographe pour anonyme. Il écrit aussi pour des célébrités, ce qui lui permet de gagner un peu plus d'argent. Et d'ailleurs, vous écrivez à ce sujet, les gens précaires souffrent de ne pouvoir écrire, de ne pouvoir coucher leur écrit sur du papier, de ne pouvoir en parler. Alors, dites-vous, ils flottent, ils ne possèdent pas de généalogie, pas de traces, pas d'appui. Leurs familles sont le plus souvent disloquées. Il faut les aider. Vous savez faire cela, vous savez écouter, je vous connais plus que vous n'imaginez de votre parcours.
vous êtes bien placé pour les comprendre. Et ce neuropsychiatre va dire, puisque vous savez écrire, puisque je vous ai compris, vous allez écrire pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas sont lesquels? Ce sont ceux que vous allez trouver qui sont les plus fragiles, tout à la fois au Resto du Cœur, dans des associations... Chez ATD Quart-Monde aussi, chez ATD Quart-Monde, d'autres associations. Et c'est là précisément que le narrateur va aussi rechercher Nadia, car il sait que cette jeune femme a travaillé dans ces milieux, a travaillé... Et travaillerait en plus. Et travaillerait encore toujours à aider les autres. Les autres, c'est qui? Ce sont les funambules. Alors, qui sont les funambules? On imagine tout de suite, évidemment, ces gens qui marchent sur un fil et qui, à tout moment, peuvent basculer. Les rencontres du narrateur et mes propres rencontres m'ont fait comprendre que, en fait, les funambules, c'est nous tous. On a chacun quelque chose à tenir sur le fil de la vie. Les bénévoles m'ont beaucoup appris, et notamment que tout peut basculer en un instant. Évidemment, les plus fragiles, les personnes démunies, les précaires, les pauvres, ceux qui vont dans les associations, au Resto du Cœur, à ATD Quart-Monde, sont encore plus funambules que les autres, parce que les gens un peu plus chanceux dans la vie, ils ont une famille, des gens qui peuvent leur donner la main, qui peuvent leur donner un coup de main, etc. Donc les funambules, c'est pour ça. Et d'ailleurs, les bénévoles le disent, on est tous dans le même bateau. Donc on est tous des funambules. Et c'est ça aussi l'idée, c'est que parfois, on ne sait même pas qui aide qui. Et moi, cette idée, c'est pour ça que le titre s'est imposé. Et tendre la main, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. C'est très joli ce que vous dites sur cette expression. C'est la main que l'on va tendre à l'autre, mais c'est aussi la main que l'autre vous tend. Celui qui a besoin, celui qui a besoin, qui a besoin de qui d'ailleurs. C'est pas toujours celui qui aide. Non, c'est pas toujours. Voilà. Et moi, ça m'a vraiment fasciné de rencontrer les bénévoles. Pour moi, ce sont les vrais héros de notre époque. Regardez quand même, ce sont des personnes qui agissent dans l'ombre. On ne les entend pas très souvent. Avec ce qui s'est passé récemment, le confinement, etc. Absolument. On a vu à quel point ils tiennent la société. Je veux dire, puis on oublie aussi vite, on n'applaudit plus les soignants. Absolument. Voilà. Le soir à 20h, on n'applaudit plus personne, comme si ce monde était comme si ce n'était qu'une petite parenthèse. Voilà. Et donc, vous avez utilisé le mot de dette. Oui. Et pour moi, c'est très important parce que pour moi, ce roman est une reconnaissance de dette. Oui. C'est-à-dire que j'avais envie de dire merci aux bénévoles parce que Kateb, en allant vers les bénévoles, en allant vers qui dit bénévole dit aussi bénévole aide des gens démunis. Donc il va rencontrer des gens démunis dont il fait le portrait plein. Dont il fait le portrait. Voilà. Et en fait, cette quête de Kateb, du narrateur, c'est une quête aussi vers lui-même, vers cet enfant de 9 ans qu'il a été. Oui. Donc c'est tout ça. Et cette reconnaissance de dette, c'est merci aux bénévoles, merci à l'école républicaine aussi, qui on peut lui trouver tous les défauts, mais je lance toujours le défi aujourd'hui, où peut-on trouver un lieu qui aide un enfant qui n'a pas de moyens, ne serait-ce qu'à déjà à lire et à écrire et à apprendre un métier. Ça encore, voilà. Évidemment, il y a le sport, mais c'est exceptionnel. Il y a la musique, mais c'est exceptionnel. Mais quand même, vous regardez dans un département comme le 93 qui est, qu'on dit, démuni et en difficulté, mais c'est les écoles qui tiennent. Absolument. C'est pas les familles. Absolument. Ce sont les écoles. Voilà. Et j'ai envie de dire, parce que Le Pied de la Lettre, c'est l'émission des communistes aussi. Hein. Oui. Quand j'étais dans la cité, ils étaient là. Oui. Les communistes étaient là. C'est-à-dire que c'était eux qui aidaient, qui faisaient presque le travail des travailleurs sociaux, qui disaient, voilà, vous avez le droit à telle aide sociale,
qui mettait en lien, moi je me souviens avec le Secours populaire par exemple. Bien sûr, les liens sont très étroits. Voilà, très étroits. Bien sûr. Et c'est aussi merci à tous ces gens-là. Oui, bien entendu. Et j'allais dire, il va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Ça va toujours mieux en le disant. Ça va toujours mieux en le disant. Vous écrivez au tout début du roman, savoir écrire, c'est être libre. Oui. Et vous insistez beaucoup là-dessus à plusieurs reprises, puisque le narrateur va aller dans ces associations pour pouvoir, d'une certaine manière, en écrivant à la place de celui qui ne sait pas, recomposer sa propre histoire. C'est-à-dire lui donner corps, lui donner, d'une certaine manière, lui donner une structure. Parce que voilà. Il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est qu'en rencontrant des associations, évidemment que c'est important de trouver à manger, à boire, etc., de trouver un toit pour ces gens démunis. Mais les bénévoles me disaient aussi, ce qui est important, c'est qu'il y en a une bénévole qui dit « la misère a un prénom et un visage ». Donc c'est des gens qui existent, donc c'est des gens qui ont envie de raconter, de mettre noir sur blanc leur histoire, même pour transmettre. J'ai rencontré 3 femmes, la fille, la mère, la grand-mère, qui tenaient, ils avaient un noyau, parce que c'était toutes les 3. Et elles voulaient raconter leur histoire. D'autres disent « moi, ma vie est réduite à un dossier à la DAS, c'est tout, etc. » Ça, c'est la première chose qui est très importante. Et pour Kateb, et j'allais dire pour moi, parce que c'est important, moi je vois dans ma famille, ma mère, elle ne sait pas lire ni écrire, elle est prisonnière. Elle est prisonnière de tas de choses, c'est-à-dire qu'elle est obligée de faire lire les papiers à ses voisines, etc. Elle est complètement perdue, je veux dire, et c'est un bribe de souvenirs. Elle m'emmenait dans les supermarchés, et puis elle adorait ça, donc moi je voulais partir vite. Il fallait décrire les produits et le prix des produits. Ah oui, le prix des produits. Je dis ça parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est un souvenir, et c'était ça. Et du coup, moi aujourd'hui, je déteste rester dans plus vite je pars, mieux c'est. Voilà. Comme s'il y avait en quelque sorte une double peine. La première peine, l'exil, c'est-à-dire qu'on quitte son pays, le pays qui vous a vu naître, celui de vos traditions, d'une certaine façon. Et puis, double peine, en plus, celui dans lequel on arrive, vous ne possédez ni la langue ni la culture pour les plus grands. En plus, vous ne savez pas écrire, donc vous repérez, et écrire, c'est pouvoir dire, c'est pouvoir coucher sur le papier ses pensées, ses sentiments. Donc c'est double peine. Oui, bien sûr. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé, cette possibilité de lire et d'écrire et d'être libre. Dans l'affaire de l'esclave Furcy, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et l'esclave Furcy, pourquoi il a pu faire un procès? C'est parce que en cachette, il avait appris à lire et à écrire. Absolument. C'est le prix de sa liberté était celui-ci. Alors, dans ce roman, on va croiser, je le disais, beaucoup de personnages. D'abord, il y a Business. Business, c'est l'ami d'enfance, c'est-à-dire celui de la cité, qui a toujours des bons plans. C'est un blagueur, il raconte toujours les mêmes plans. En fait, on dirait des plans foireux. On dirait aujourd'hui, on dirait c'est foireux, mais il vient de la même cité. Kateb a par rapport à lui une sorte de vraie fidélité parce qu'il a le sentiment, comme lui Kateb, il a réussi, qu'il a fait des études, il a le sentiment qu'il lui doit quelque chose, c'est cette dette dont vous parlez. Alors Business peut venir frapper chez lui, quand il veut, on va lui ouvrir la porte, même si le business en question, il pardonne pas trop au narrateur d'avoir réussi. Mais ça l'arrange bien en même temps. Voilà, oui. Alors lui, on va dire que c'est celui qui reproche le moins même au narrateur, parce qu'il en profite aussi, il l'aide aussi. Mais Business, c'est un personnage intéressant. Je l'ai créé à partir de plusieurs voilà, que j'ai connus, rencontrés ou avec lesquels j'ai vécu. C'est un peu le côté filou
que Kateb n'a pas. Hein, oui, en fait, oui, voilà. oui. Donc un gentil filou. Oui, un gentil filou. Mais c'est vrai qu'on l'a un peu dit tout à l'heure, hein, que pour moi, j'aimerais bien le comprendre. Pourquoi que parfois ceux que vous avez connus vous reprochent d'être partis. D'être partis, oui. Et à un moment donné, je le dis, parfois pour s'en sortir, il faut fuir, et notamment dans la cité. Oui. La cité, c'est aussi un confort, dans l'inconfort. Bien sûr. Moi, j'ai vécu vraiment mes plus belles années dans la cité parce qu'on avait des amis tout le temps. Je veux dire, les parents pouvaient ne pas s'occuper de nous, etc. On avait une communauté on pouvait jouer au foot à 20 contre 20, etc. C'était une sorte de confort. C'est ce qui est frappant d'ailleurs. Hein. C'est frappant. Dans la Seine-Saint-Denis, par exemple, voilà. pour peu qu'on veuille s'y intéresser, parce que beaucoup de gens en parlent sans jamais y avoir mis les pieds. Bien sûr, quand on veut s'y intéresser, ce qui est frappant, c'est cette idée de communauté et d'entraide, qu'on ne trouve qui est extraordinaire. Qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a dans ces endroits des gens absolument merveilleux qui n'ont pas, à mon avis, beaucoup d'équivalents ailleurs. C'est là que ça se passe. Oui. Mais vraiment, vous faites bien de le souligner. Ah oui, mais j'insiste, je connais bien et j'insiste. Oui, parce que moi, par exemple, dans la cité, je n'ai jamais souffert de ne pas avoir d'argent. Pour aller au cinéma, pour jouer au baby-foot, pour boire un café, etc. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui vous offrait sa tournée. Oui. Mais je n'ai jamais connu, par exemple, cette trouille de ne pas pouvoir rentrer dans un café. Si on était avec des copains, on s'arrangeait tout le temps. Sinon, on allait à un endroit pour moins cher, etc. Donc, c'est une vie sociale très intense, très forte. Et vie sociale, ça veut dire aussi qu'on apprend la vie. Moi, j'ai appris la vie aussi dans la cité, la valeur d'entraide, la valeur de pouvoir s'en sortir, etc. Mais à un moment donné, c'est dur de quitter, c'est-à-dire que surtout quand scolairement j'ai pu aller à la fac, etc., là j'ai senti que c'est comme si je trahissais et que je ne restais pas. Et j'ai connu des amis qui étaient à la fac, qui pouvaient s'en sortir, qui pouvaient avoir un métier, même par exemple faire des études pour être avocat, etc. Mais la pression était telle qu'ils préféraient rester dans la cité et travailler dans un supermarché, etc. parce qu'ils restaient dans ce pays qu'ils connaissaient, qui était la cité. Qui était la cité, qui devient un pays, qui devient le pays qu'on a reconstitué d'une certaine façon avec ses amis. Et ça se comprend très bien. Alors, Business lui fait un petit peu reproche d'avoir réussi, mais celle qui lui fait surtout reproche d'avoir réussi, c'est une certaine Leïla, qui signifie la nuit, je crois. La nuit, voilà. Et Leïla lui reproche notamment le comportement qu'il a eu avec Nadia, cette jeune femme dont il était amoureux, qu'il croit qu'il a eu avec Nadia, cette jeune femme dont il est amoureux et qu'il va rechercher dans toutes les associations pour lesquelles il va travailler, pour lesquelles il va écrire. Je pensais à tout ça quand Leïla, écrit-il, en un dixième de seconde, est passée d'une voix douce à une agressivité démentielle. Elle me lance, avec le regard chargé, ces mots qui me chamboulent. On sait tous que tu l'as laissé tomber, Nadia, pour voir le beau monde à Paris. On pue, nous, c'est ça ? Tu ne le sais peut-être pas, mais elle en est devenue malade de chagrin, Nadia. C'était comme ma grande sœur, tu l'as cassée en allant avec cette blonde aux cheveux soyeux, cette Anne, une bourge. Tu as fait du mal, tu as trahi, tout le monde le dit ici. Et c'est un procès. C'est un procès. C'est un procès où pour le coup, il n'y a pas beaucoup de moyens de se défendre. La présomption d'innocence ne va pas régner. Oui, c'est vrai, mais c'est intéressant. Ça. Alors, c'est romancé. Hein. Bien sûr. Mais des Leïla, il en existe. Et surtout, par exemple, dans l'histoire entre Kateb et Nadia, c'est une histoire d'amour qui n'a pas pu se faire, là par manque de mots. Hein, pour le coup, peut-être par un excès de pudeur, c'est-à-dire personne, ça arrive tout le temps.
on attend que l'autre fasse le premier pas. Et puis, rien ne se produit. Rien ne se produit, la vie passe, etc. Et en l'occurrence, même pour Kateb, c'est Nadia qui l'a quitté, puisqu'elle est partie sans rien dire, sans répondre à ses lettres, etc. Mais après, bon, voilà. Et Leïla, c'est le même reproche. C'est-à-dire, tu as quitté la cité. C'est ça, en fait. C'est ce qu'elle veut dire, parce qu'elle considère que Nadia, étant restée, elle n'a pas trahi. Et c'est un sentiment qui m'interroge beaucoup. Ça veut dire, c'est vraiment la tension que nous avons tous entre l'individu et le collectif, entre une part d'égoïsme nécessaire et un altruisme. C'est quelque chose qui est quasiment insoluble. En fait. Insoluble, oui, absolument. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il y a plusieurs livres qui croisent votre livre. Oui. Il y a le roman inachevé d'Aragon. Que j'aime beaucoup. Il y a Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Ce qui est un philosophe. Il y a un philosophe, et puis qui vit dans une cave. Et puis, il y a... donc je l'ai dit, le roman inachevé d'Aragon, il y a Nadja de Breton. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a Nadja de Breton. D'ailleurs, les deux, je tiens à le rappeler, les deux exergues du roman, l'une définit les funambules, mais l'étoile se dit « je tremble au bout d'un fil, si nul ne pense à moi, je cesse d'exister ». Et dans c'est Jules Supervielle. C'est Supervielle, et ça... Les Amis Inconnus, absolument. Le titre, c'est tous les gens. C'est un superbe titre. Absolument. Ouais. Et puis, il y a Breton. Alors, pourquoi Breton ? D'abord, Nadja m'a extraordinairement marqué. Mais ça aussi, je vous lance un peu un défi. Oui. C'est des choses que j'aimerais comprendre pour pouvoir transmettre. C'est-à-dire que j'ai appris le français très vite, et surtout, j'ai eu envie de lire Breton, j'avais 12 ans. Je veux dire, pour quelle raison ? Parce que j'étais subjugué, mais je ne comprenais rien. Nadja, on ne comprend toujours rien. Hein. Oui. Et si vous voulez, et la poésie surtout, parce qu'il y a aussi Marceline Desbordes-Valmore, etc., dont on parle un tout petit peu, évidemment Aragon. Et j'essaie de comprendre en quoi la langue française a infusé en moi. Donc encore une fois par peut-être la sonorité des poèmes, etc. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Oui, c'est être subjugué sans forcément comprendre. Oui. Nadja, en plus, quelle définition? Nadja, c'est en russe, c'est l'espérance et que le début de l'espérance. Donc c'est un peu toute la quête de Kateb. De Kateb, oui, absolument. Alors, Kateb va rencontrer dans toutes ces associations, nombre d'aidants et nombre d'aidés également, puisqu'il y a tout à la fois. Mais il y a des phrases on apprend beaucoup justement sur, encore plus peut-être sur les bénévoles, sur ceux qui aident. Je pense notamment au personnage de Monique. C'est un personnage absolument extraordinaire. Elle a 70 ans, mais elle en fait beaucoup moins tellement elle est pétillante, tellement... Et elle a de plus en plus de responsabilités au Resto du Cœur. D'ailleurs, c'est très drôle parce que vous dites que le Resto du Cœur, je crois que c'est au boulevard de Clichy. Oui, rue de Clichy. Rue de Clichy est un immeuble. On dirait une entreprise. On dirait une grande agence de communication. Une grande agence de communication. Et alors, elle, Monique, dit énormément de choses sur la manière qu'elle a d'aider. Elle dit, vous savez, la précarité, ça tient. Ça s'attache, ça lâche pas, ça lâche rien. Et donc c'est une sorte de professeur pour Kateb Mohamed. C'est une sorte de professeur puisqu'elle va lui dire attention, la précarité c'est une chose terrible. Ça ne lâche pas. On s'y habitue. Oui, alors Monique, elle symbolise deux choses. D'abord, c'est une personne que j'ai rencontrée plusieurs fois. Ça se sent. C'est une personne avec qui je suis en contact. Et surtout, c'est une personne qui connaît par cœur le Resto du Cœur parce qu'elle était là depuis le début. Et c'est ce qui est étonnant, c'est que dans nos échanges, elle a travaillé à la Caisse des dépôts pendant 25 ans. Et elle se dit, mais
Et dans le Resto du Cœur, ça fait 26 ans. En fait, ma vie au Resto du Cœur est plus grande que ma vie professionnelle. Et ce que j'ai voulu dans le roman, je suis resté 2 ans et demi, par exemple, avec les Restos du Cœur. J'ai fait une formation sur l'écoute, c'est formidable, une formation sur l'écoute. Moi, j'ai fait une école de journaliste, j'ai pas appris à écouter. Et c'est des formidables machines. Les Restos du Cœur, ATD Quart Monde, d'autres associations, les Petits Frères des Pauvres, etc. C'est des formidables machines à vraiment des machines de guerre contre la pauvreté. Ça, j'avais envie de le dire, comment ça fonctionne avec un organigramme, une organisation extraordinaire. Et Monique, pour moi, c'est l'héroïne, quoi. Absolument. C'est extraordinaire tout ce qu'elle fait. Et ce qu'elle dit elle est bien placée. Elle a aidé directement et longtemps des milliers de personnes en 26 ans. Les vrais héros des funambules, ce sont ces personnes qui aident, qui sont en première ligne, ceux qu'on a pu appeler, à un moment, on a parlé des caissières, des gens des hôpitaux, etc., les premiers de cordée, les premiers de corvée, et ceux-là en font partie aussi. Oui, bien sûr. Il s'agit de les citer. Je redis ce que je mets dans votre langue à vous. Monique m'explique que la précarité possède une résistance qui défie le temps. Elle tient, c'en est incroyable. Mais elle s'étonne toujours de cette capacité d'adaptation qu'ont les plus démunis face à la misère. C'est extraordinaire, me raconte-t-elle. Dans le cadre de notre aide au logement, on avait rencontré une personne qui était encore dans son appartement, bien qu'elle éprouvât des difficultés à payer les charges. On l'aidait comme on pouvait, mais de temps en temps, elle ne payait plus son loyer ni l'électricité qui finissait par lui être coupée. On coupait facilement à l'époque. Eh bien, cette dame expliquait qu'en fait, tant pis. Quand l'électricité était coupée, ça ne l'empêchait pas de recevoir les amis le soir et de s'éclairer à la bougie. Et l'assistante sociale avec laquelle on travaillait nous disait qu'il fallait admettre ce type de fonctionnement. Cette femme-là, elle s'adaptait. Elle n'avait plus l'électricité, eh bien, elle faisait sans. C'est vrai. C'est les passages où vous décrivez, où vous pointez le discours de tous ces gens qui sont en première ligne dans la guerre pour la pauvreté sont absolument magnifiques. Je voulais le signaler. Alors, Kateb, il est toujours à la recherche de Nadia, et c'est grâce à Monique qui va l'envoyer à Lyon, dans un autre centre, pour lui dire attention, un centre des Restos du Cœur, en lui disant Nadia, elle a travaillé là, peut-être qu'en allant là-bas, tu vas pouvoir la retrouver. Parce qu'il est finalement, il aide les autres. Kateb, mais il va être aidé aussi dans sa quête de Nadia. Bien sûr. Les rencontres, c'est vraiment une formidable aide. Les expériences échangées, c'est un soutien extraordinaire. Lui, de par sa plume, il apporte une aide qui est importante dans le sens où il arrive à ce que ces expériences-là, ces portraits, soient figés dans l'écrit. Absolument. Par exemple, chez ATD Quart Monde, on ne le sait pas beaucoup et c'est dommage. À Baillé en France, ils ont créé un centre des archives et de la mémoire pour que tous ces gens démunis puissent écrire leur histoire. Et quand c'est compliqué d'écrire, ça peut être avec des photos, ça peut être des enregistrements. Où peut-on voir ça? Je veux dire, c'est-à-dire que, évidemment, qu'on va aider à trouver à manger, des aides sociales, etc. Mais il y a un centre de la mémoire, des archives et de la mémoire pour raconter son histoire. Pour raconter son histoire, qu'elle ne reste pas lettre morte. Qu'elle ne reste pas, parce que c'est ça, quand j'écris « il flotte », c'est parce que, en plus, après, il ne reste plus rien. Oui. Je veux dire... La vie a disparu, il ne reste plus cette histoire. Mais oui, il y a une association formidable qui s'appelle le collectif Les Morts de la rue, qui fait une action, mais je n'imaginais pas que ça puisse exister, c'est formidable. Dont vous parlez également, qui est l'une des visites de Kateb dans les funambules. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association? Toutes les personnes qui vivent dans la rue, les sans domicile fixe, les pauvres gens, etc., il y en a beaucoup qui meurent sans qu'ils puissent être enterrés, sans qu'ils puissent avoir une biographie, ne serait-ce qu'une ligne de biographie. Absolument. On connaît souvent un surnom, et donc ils vont rechercher un entourage,
des personnes qu'ils ont rencontrées, des personnes qui savent, tiens, lui, vous savez, il a vécu en Pologne, etc. Peut-être qu'on peut aller appeler en Pologne, etc. Et qui aide à enterrer. Je veux dire, c'est extraordinaire. Enterrer dans la dignité, avec quand même quelques lignes biographiques pour que cette vie ne disparaisse pas comme ça sans rien. Et le collectif Les Morts de la rue, chaque année, souvent au mois de mars, ils organisent un mémorial qui cite les 500 à 600 personnes qui sont mortes dans la rue, ou en tout cas, ou parfois même sans avoir ils pouvaient même être propriétaires d'un studio, etc., mais des morts isolés. Ils citent le nom, le mémorial, la date de naissance quand ils l'ont, etc. C'est formidable qu'il puisse exister. Bon, alors, ce qu'on raconte est très triste, mais je voudrais dire aussi à vos futurs lecteurs que le roman est aussi plein d'humour. Il y a plein de passages très drôles, et je voudrais en citer un, parce que c'est les rapports de Kateb et de sa mère. Voilà, il a 23 ans, et il écrit, ce sont les passages à la première personne qui sont en italique, où il se rappelle des souvenirs, etc. Il y en a un qui est absolument merveilleux, qui m'a fait mourir de rire. J'avais 23 ans, je venais de valider 2 masters à l'université de Nanterre. La même année, le directeur du département droit et sciences politiques m'avait félicité. J'avais appelé ma mère, histoire de lui dire que j'avais eu un diplôme. Ce n'était pas la peine de lui dire quel diplôme, ni de lui expliquer les subtilités de décrocher 2 masters en même temps. Pour elle, un diplôme est un diplôme, du moment qu'il permet de travailler dans un bureau. Au téléphone, je l'avais sentie contente. Et elle m'avait dit qu'elle allait prévenir les voisines. Elle organiserait une fête. Il y aurait du jus d'orange et des gâteaux. Quand je suis arrivé à la maison, les voisines étaient déjà là. Il y avait du brouhaha. Ma mère a demandé le silence et elle a dit à tout le monde de manière théâtrale, c'est mon fils, il vient d'avoir le CAP. Ça calme. Je trouve que c'est plein d'humour. Alors, évidemment, on va comprendre très vite que cette mère, Annabella, Annabella, c'est très joli, c'est l'hommage d'une certaine manière que vous rendez aussi à votre mère. Ça se sent très bien. Elle est là dans le roman, elle est dans une maison de repos car elle est très affaiblie, elle est très fatiguée. Jeune en plus, à un âge très jeune. À un âge très jeune, puisqu'elle a 57 ans. C'est ça, 57 ans, mais elle est quand même très affaiblie par la vie, abîmée, par tout ce qu'elle a vécu. Elle est abîmée. Et donc, c'est une des figures tutélaires de ce roman, comme l'est Nadia. Alors, on ne va pas raconter ce qui va se passer pour cette mère, ni pour Nadia. Est-ce que Kateb va la retrouver? Si oui. Voilà, c'est le suspense. Si oui, vont-ils revivre ou non une histoire d'amour? Mais là n'est pas l'essentiel. Je voudrais revenir en rendant hommage à tous ces gens auxquels vous rendez hommage, à tous les bénévoles de ces associations que Kateb va parcourir, à tous ceux qui, de la même manière, vont laisser écrire leur vie par Kateb. Avez-vous là le sentiment d'avoir payé votre dette? C'est une question intéressante, c'est difficile d'y répondre. J'ai l'impression un peu oui, voilà, parce que je vois aussi par les retours, je vois par exemple par Monique, par d'autres, j'ai l'impression, oui, un peu. Et c'était un livre que j'ai traîné avec moi depuis une trentaine d'années quand même. Et là, je me suis senti, parce qu'il faut se dévoiler quand même, il faut montrer sa force. Vous dévoilez, vous avez montré votre fêlure là. Voilà, je me suis dit, en fait, ce qui est intéressant, justement, quand on échange, et je le ressens ici, par exemple, il faut que chacun dise un peu de soi, un peu à travers des questions, à travers des lectures. Moi, quand vous lisez, c'est assez fantastique pour moi parce que je n'ai pas l'impression d'avoir écrit ce que j'ai. Donc, il faut qu'il y ait... je l'ai remarqué parce que c'est un peu la déformation du métier de journaliste qui consiste à on pose des questions, on attend des réponses. Là, c'était quasiment l'inverse, c'est-à-dire que souvent, ceux que je rencontrais au bout d'1 heure d'entretien, ils me disaient « Et toi,
pourquoi tu t'intéresses à ces questions sur la pauvreté? Tu n'as pas un truc à dire? Il y a quoi dans ta valise? Donc, il y a quoi dans ton écrasante chimère? Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu viens chercher, etc. C'est quoi ce thème pour toi? Qu'est-ce qui résonne en toi? Et après, je me suis dit, ah ben là, il faut que je me dévoile. Je leur demande de se dévoiler et il faut que je me dévoile aussi. Et donc, oui, j'ai l'impression quand même d'avoir payé une part de cette dette. Ben, j'ai le sentiment aussi, et qu'elle est payée d'une certaine manière, comment dire, d'une jolie façon, parce que écrire ce roman n'a pas dû être extrêmement évident, et notamment dans sa construction, on en a parlé, puisque vous mêlez à la fois le discours des aidants, des aidés, voilà, et puis c'est une sorte de mise à nu. Oui, puisque il y a des passages où vous dites, par exemple, enfin, Kateb dit, par exemple, j'ai mendié, je dois l'avouer, moi aussi j'ai mendié, moi aussi j'ai fait la manche, je sais ce que c'est, donc, mais je ne veux pas forcément l'avouer. Et là, vous êtes obligé d'en dire beaucoup plus long sur Mohamed Aïssaoui que vous n'en avez jamais dit jusqu'à maintenant. C'est vrai, vous êtes toujours un peu planqué, si je veux dire. Je me suis planqué derrière Fursi, derrière d'autres livres. Mais c'est tous ceux que j'ai rencontrés qui m'ont aidé. Absolument. Qui ont aidé à vous dire. Ben oui. Qui vous ont aidé à vous écrire. C'est vrai. Écrire une partie de votre vie. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est formidable. Ben, oui, j'ai l'impression même parfois que le livre a été coécrit. Par d'autres mains. Par d'autres, ouais. Ouais, je vous avoue que c'était émotionnellement très chargé, mais à un moment donné où c'est vrai que c'est toujours difficile de se dévoiler, mais à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas ne pas me dévoiler si je demande aux autres de se dévoiler. Et ils me disaient des choses très fortes, je veux dire, des histoires de famille, des gens qui ne voyaient plus leur enfant depuis des années, des gens qui ne pouvaient voir leur enfant que 1 heure dans l'année en compagnie d'autres, etc. Les 3 femmes que j'ai évoquées tout à l'heure, la jeune fille de 18 ans, sa mère et sa grand-mère. Moi, je me disais, mais pourquoi la petite, elle avait un diplôme, elle avait l'air de bien s'en sortir, pourquoi ne va-t-elle pas s'en sortir? Pourquoi elle ne veut pas s'en sortir? C'est par cette solidarité avec ce noyau qui est avec sa mère et sa grand-mère. Elle préférait rester dans un studio insalubre pour rester avec elle. Pour rester avec elle. Voilà, elle me dit ça. Moi, je ne peux pas ne rien dire. Absolument. Et donc, il fallait l'écrire. Il fallait l'écrire. Et c'est fait avec Les Funambules, qui est l'un des livres de cette rentrée littéraire que je vous conseille au pied de la lettre. Là, vraiment, il faut y aller. C'est au pied de la lettre. Ça s'appelle Les Funambules. C'est publié chez Gallimard. Je veux qu'on le voit bien. C'est publié chez Gallimard. Et c'est un merveilleux roman que j'ai pris à la fois beaucoup de plaisir à lire et qui m'a posé des questions en me disant... Enfin, je ne me suis pas dit, je vais regarder ce qui se passe dans la rue chez les plus fragiles, je vais les regarder d'une autre façon. Non, parce que je les regarde déjà, je crois, avec attention, mais je crois qu'il faut redoubler d'attention. Donc oui, peut-être que ça m'a questionné aussi un peu moi-même. Eh bien, Mohamed Aïssaoui, merci beaucoup. J'étais ravi de vous recevoir. Et je conseille à tous nos lecteurs, évidemment, je le redis, mais j'insiste parce que j'y tiens beaucoup, la lecture des Funambules. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un 4e opus d'Au pied de la lettre. Bonne semaine à tous.